laquelle on a à la fois des chercheurs et des responsables de la EFE, de la MLF, des responsables aussi, avec la venue de José Puig, le directeur de l'INSEA. Donc, ça confronte ces regards à la fois de la recherche et en même temps directement des gens qui ont des responsabilités au niveau de la gouvernance des écoles. Voilà, donc on va procéder de la façon suivante. On va avoir à chacune des conférences qui durent 30 ou 20 minutes, qui ne sont pas vues, et puis on aura globalement à la fin, pour gagner un petit peu de temps, les questions, vous les notez, et puis on fera un ensemble de questions à la fin de la table ronde. Donc on va continuer directement, parce qu'il est toujours en pleine forme, avec Serge Thomaset, mais cette fois-ci qui va nous évoquer, et je crois que c'est important pour nous comme école internationale, l'état des autres politiques internationales des écoles, quelles sont aujourd'hui les réussites, les difficultés de ces mises en place de politiques inclusives. Et en lisant l'école de la confiance, on voit bien dans le passage du ministre sur l'école inclusive qu'il faut s'appuyer sur des exemples étrangers parce que ça peut nous apporter largement. Je crois qu'il cite de mémoire l'exemple du Danemark et de l'Italie. Je ne suis pas sûr que l'Italie ne connaît pas quelques difficultés actuellement. Mais en tout cas, il nous cite très clairement le fait qu'on doit s'appuyer sur des exemples étrangers. Donc merci Serge de nous dire un petit peu quel est l'état des lieux et comment cela peut servir pour nos écoles. Est-ce qu'il est possible de basculer la vidéo sur mon ordi, s'il vous plaît? Alors, vous l'avez vu avec les dilemmes, hein, quand on a un dilemme, on fait un pas de côté. Donc, moi, là, j'ai un dilemme parce que je ne suis pas spécialiste des politiques inclusives au niveau international. Donc j'ai essayé de noter un certain nombre de documents, mais je n'aurais pas la prétention, et je me demande même si c'est réellement possible d'avoir comme ça un tour d'horizon quand on connaît la diversité des politiques éducatives, des situations des pays, etc. Donc j'ai joué le même jeu qu'à la conférence précédente. En fait, j'ai essayé de grappiller des éléments de réflexion qui peuvent tous nous aider, comme le disait monsieur le directeur tout de suite, pour nourrir notre réflexion. Voilà. Donc, je vais, là encore, j'ai 4 points à vous soumettre. Des éléments sur le contexte international. Ensuite, je vais prendre 2 exemples. Celui de l'Italie et celui du Québec. Le Québec, ce n'est pas un pays, mais le système canadien est très morcelé. L'éducation relève des provinces. Donc, j'ai pris le système québécois en exemple. Et à chaque fois, je prendrai juste un petit élément de réflexion pour voir dans quelle mesure on peut nous en nourrir. Je suis très prudent quant à la capacité d'aller voir ailleurs, voir si l'herbe est plus verte. Mais bon, voilà, quelquefois, simplement, la différence nous fait réfléchir sur notre propre système. Ensuite, j'ai prévu 2 points qui vont aller assez vite, mais... Ah oui, d'ailleurs, j'ai une vidéo sur la question de la culture et du handicap. Vous êtes nombreux à venir d'endroits très différents, avec des relations au handicap qui sont, elles aussi, très différentes. Et je me dis que ça peut valoir le coup de prendre en compte, chacun dans son pays, les représentations du handicap. Voilà. Alors, dans les premières réflexions sur le cadre international, en France, je pense qu'on a une vision un peu faussée de la hiérarchie des textes. La France a signé et ratifié plusieurs textes internationaux, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées, mais aussi d'autres textes moins puissants. Et finalement, la France est engagée. Et si on regarde bien, la France participe à des choix internationaux, les valide et ensuite fait bouger sa politique nationale. Ce n'est pas le contraire.
Il me semble que dans beaucoup d'endroits, on a l'impression que la France est souveraine, qu'elle fait des lois et qu'éventuellement, elle s'ajuste aux politiques internationales si elle a le temps. Je pense vraiment que ce n'est pas le cas. Et dans les premières alertes qui nous mettent en situation de devoir créer une politique inclusive, on a la déclaration de Salamanque qui nous amène pour l'école à mettre en place un droit pour les enfants à besoins spéciaux pour accéder aux écoles ordinaires. Vous voyez, à l'époque, on parlait avec José Puig des traductions. Besoins éducatifs spéciaux a fait beaucoup discuter les associations spéciales pour la traduction française de Special Educational Needs. Ça renvoie en français à l'espèce, et donc les associations ont préféré besoins éducatifs particuliers. À l'époque, on parlait de besoins spéciaux, et on voit bien qu'on a dès 1994 une orientation qui est une orientation forte vers l'école inclusive. Ce qui est amusant, c'est qu'à des moments, la traduction, on voit qu'en français, c'est d'une école intégratrice dont on parle. Alors que le document originel, j'imagine que c'était le premier document en anglais, parle bien d'une orientation inclusive. Donc méfions-nous des traductions. On est bien tout de suite au niveau international dans une politique inclusive dont les moteurs ont été l'Angleterre, des gens comme Mel Ensco qui ont beaucoup contribué, qui ont fait d'ailleurs un guide pour l'éducation inclusive dont une des premières traductions a été en espagnol, en castillan, dans les années, au début des années 2000. Il y a maintenant une traduction en français. Si je prends un autre texte, qui est vraiment un texte mineur, enfin, je ne suis pas spécialiste des normes internationales, mais voilà, ce n'est pas une convention, c'est certainement pas une déclaration de l'ONU, mais il y a eu un forum mondial à Dakar sur l'éducation. Et ce cadre de Dakar, il est extrêmement cité, extrêmement utilisé pour appuyer les politiques éducatives de chacun des pays qui en sont signataires, c'est-à-dire plus d'une centaine. Vous trouverez sur Internet, la plupart des pays sur les 5 continents ont signé ce cadre qui, là aussi, reprend éducation intégratrice, mais vous l'avez compris, derrière le mot, on est bien dans une logique d'école inclusive. Le texte, évidemment, qui fait autorité au niveau international et sur lequel s'appuient toutes les associations dans le monde et les ONG, c'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées. L'école n'est à peu près pas citée en tant que telle dans ce texte, parce que ce n'est pas un texte directement sur l'école, c'est sur les droits des personnes handicapées. Mais on voit bien en filigrane que ce qui est promu, c'est la participation sociale, l'accès aux services, aux équipements ordinaires, et faire en sorte qu'ils soient mis à disposition des personnes handicapées sur la base de l'égalité, etc. Donc, on n'a pas de, on n'a pas de dissensus, j'ai l'impression, au moins au niveau du handicap. Si vous regardez d'ailleurs la politique française, c'est vrai aussi, il n'y a pas de débat politique sur le handicap. Les gouvernements changent, les lignes restent. C'est loin d'être le cas dans plein d'autres domaines de l'éducation. Il y a quand même un consensus national sur la promotion des logiques inclusives. Donc c'est plutôt une bonne chose pour l'éducation nationale, dans la mesure où on a besoin quand même un peu de temps pour faire évoluer les choses. Savoir qu'on n'est pas à la merci d'un revirement lié à des choix politiques, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai au niveau international. Les perspectives actuelles, si je reprends la page d'accueil de l'Organisation mondiale de la santé, c'est intéressant, la santé, on est dans le sanitaire le plus souvent. Et dès la page d'accueil, l'OMS dit le handicap, ça n'est pas qu'un problème de santé, et il faut aussi lever les obstacles environnementaux et sociaux, pas seulement environnementaux. Donc ça, c'est intéressant. Je vous rappelle quand même que l'OMS a fait un énorme travail
pour redéfinir les concepts, pour avoir une vision sociale du handicap. Je vous rappelle la typologie de Wood avec le désavantage qui est mis en avant, c'est-à-dire les conséquences en fait de la déficience, bien plus que la déficience elle-même, et les dernières classifications qui ne sont plus des classifications du handicap, CIH comme on avait avant, mais des classifications des fonctionnalités. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant la déficience en tant que telle que ses conséquences dans la société. Ce qui veut dire qu'on a le pouvoir de changer ces conséquences en modifiant l'environnement dans lequel les personnes sont. Donc l'OMS est tout à fait en phase avec ça. Un autre document intéressant, c'est le rapport mondial, premier rapport mondial sur le handicap que l'OMS a publié avec la Banque mondiale en 2011. C'est de là que je prenais les chiffres tout à l'heure qui disaient qu'une personne sur 6 pouvait être classifiée en situation de handicap. Donc 15% des habitants de la planète vivraient avec une forme de handicap. Dans les perspectives actuelles toujours, ce que je trouve intéressant, c'est le discours actuel de l'UNESCO et la perspective 2020 et 2030 qu'il promeut tout de suite, en plaçant l'école inclusive dans des objectifs qui sont en lien avec le développement durable. Et on voit que nombre de pays, j'y reviendrai dans le cas du système éducatif québécois tout à l'heure, nombre de pays replacent les logiques inclusives bien au-delà du handicap sur les questions de l'égalité d'accès à l'école, égalité des genres, égalité des cultures, etc. Ne laisser personne de côté. Donc voilà, la vision du développement durable peut être intéressante de ce point de vue-là. On voit en fait, en consultant les documents de l'UNESCO, que la question de l'école inclusive, elle renvoie aux grandes actualités qui sont celles de l'école, des écoles, de nos systèmes éducatifs, bien au-delà du handicap. D'ailleurs, finalement, si je reprends un des chiffres que publie l'UNESCO, là c'est le nombre moyen d'années d'école auxquelles ont pu assister, fréquenter les personnes de 20 ans et plus. On voit bien que les personnes avec handicap, elles sont de couleur dominante rouge, ont moins d'années d'école que l'ensemble de la population d'élèves qui est en bleu. Mais on voit aussi que le problème n'est pas là. Si vous comparez en haut les États-Unis et en bas le Mali, le problème, c'est le nombre d'années d'école. Et encore, ces chiffres masquent, je ne sais pas comment vous dites, mais ce que les Africains appellent le quantum scolaire, c'est-à-dire au sein des années d'école, le nombre de journées de classe et d'heures de formation auxquelles les élèves ont pu assister. On sait que dans une année moyenne, dans de très nombreux pays, les enfants ont plein de journées d'école qui sont annulées parce que les enseignants ne sont pas là, parce qu'ils ne sont pas remplacés, parce qu'ils sont sollicités pour les examens. Et donc, quelquefois, l'année scolaire dure la moitié de l'année officielle. Donc, la question de l'opportunité d'apprendre est bien plus importante et on doit replacer la question de l'école inclusive dans ce contexte bien plus large que celui du handicap. Avec José Puy qui... Ah bah il n'y a plus rien. Alors vous auriez pu constater sur le graphique, si jamais vous l'aviez eu sous les yeux, que en fait, il y a... je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais ce n'est pas non plus très, très grave, vous allez me croire sur parole. On est en fait dans une situation où on essaye, quand on fait du travail à l'international, de faire de la... Ah, c'est reparti. Alors, je vais relancer ici. Voilà. José Puig m'avait donné quelques chiffres que j'avais trouvé intéressants, et notamment
ces élèves qui ont une reconnaissance officielle de besoins éducatifs particuliers. On pourrait se dire, et d'ailleurs l'OCDE, quand elle faisait à une époque des mesures de comparaison internationale dans le domaine, avait affiché ce genre de mesures pour montrer que certains pays prenaient en compte plus ou moins le handicap. La Turquie, c'était pas beaucoup, la Finlande, c'était énorme. Et puis en fait, ça n'est pas si simple. On voit bien, par exemple, enfin, ceux qui arrivent à voir à droite, au niveau du Royaume-Uni, je dois avoir quelque chose qui ressemble à un laser. Voilà. Ici, l'Écosse a 20% d'élèves qui sont reconnus à besoins particuliers, alors qu'à côté, l'Irlande du Nord en a beaucoup moins, et l'Angleterre, comment on dit, c'est ça l'Angleterre ? Système anglais, en a 2%. Donc on voit bien que ça ne veut rien dire. Hein, on voit bien que ça ne veut rien dire et qu'à la limite, même si on réfléchit, on se dit que si on a vraiment créé une école inclusive au sens d'une école accessible, ben on a moins besoin de diagnostiquer. Et que quelque part, le diagnostic, il peut être simplement révélateur d'un malaise d'un certain nombre de gamins qui n'ont pas leur place dans l'école, et donc il faut faire de la reconnaissance pour la prise en compte d'un besoin particulier. Donc en fait, voilà, finalement, ce graphique, il ne sert à rien. En fait, un autre graphique, non, ce n'est pas un graphique, un tableau qui n'est pas inintéressant et qui est en lien avec ça, c'est ce que Serge Ebersold, Éric Plaisance et, j'ai oublié le nom, dans la conférence du bientôt défunt CNESCO sur l'école inclusive avait affiché dans le rapport préliminaire. Il reprenait un texte de l'Agence européenne pour montrer que, par exemple, certains pays, dont la France, comptaient comme élèves à besoins particuliers des élèves présentant une déficience ou un problème de santé. C'est évident. Mais non, ça n'est pas évident pour l'Irlande et plein d'autres pays, qui vont par contre prendre en compte une déficience ou un problème de santé, mais aussi les élèves à haut potentiel. Et puis d'autres qui sont dans des systèmes non catégoriels. Et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on a vraiment besoin de définir des catégories pour faire de la gouvernance? Oui. Pour faire du soin? Oui. Pour monter des dispositifs particuliers? Oui. Parce que sinon c'est ingérable et financièrement intenable. Les États-Unis, par exemple, en 1975, avaient à peu près rien comme système. Ils mettent en place une disposition et le terme qu'ils choisissent pour identifier les élèves, c'est disability. Sauf que dans disability, il peut y avoir learning disability, la difficulté d'apprentissage. Et on avait des quartiers où il y avait 100% de difficulté d'apprentissage au regard des tests. Donc, en fait, financièrement, c'est intenable. Diagnostiquer pour s'apercevoir que tous les élèves sont dans les standards, ça ne va pas le faire longtemps. Donc, en fait, on a aussi des pays, et j'en parlerai pour le Québec, qui font des choix tout ou partiellement non catégoriels. Ça va ? Alors, deux exemples, et je n'ai vraiment pas la prétention de rendre compte des systèmes éducatifs, mais juste de dire ce que ça peut nous évoquer et ce qu'on peut en faire. L'Italie est souvent citée en exemple, vous le disiez tout à l'heure, parce qu'effectivement, dès les années 70, l'Italie a procédé à une désinstitutionnalisation massive et tous les élèves, très rapidement, sont allés dans les écoles ordinaires. Tous. Mais ils y sont allés avec l'appui des professionnels des institutions concernées, pour une large part. Ce qui fait que l'Italie, au regard des chiffres tout de suite de l'Agence européenne, c'est le pays qui a le plus, on s'approche des 100% d'élèves qui sont en école ordinaire. Là encore, ces chiffres masquent des réalités extraordinairement disparates. La France dépasse les 99%, mais si on enlevait les élèves qui sont encore dans des classes spéciales, on n'aurait pas tout à fait les mêmes résultats. Pour en rester à l'Italie, donc en fait, le choix a été fait de mettre les enfants à l'école ordinaire dans le cadre des processus de désinstitutionnalisation qu'on a connus au niveau de la psychiatrie et d'autres domaines, notamment de la santé mentale.
ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors du chaos que ça a produit, on a vu arriver dans les écoles des professionnels qui n'étaient pas que des professionnels de l'école. Évidemment, un enfant tétraplégique avec une perfusion et qui a besoin du suivi d'une infirmière, il a été suivi par les professionnels concernés. Le système médico-social, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont des personnes du soin, de l'accompagnement, des éducateurs, des assistantes sociales, mais aussi des personnels de la rééducation, orthophonistes, ergothérapeutes, orthoptistes, kinés, etc., des professionnels du sanitaire, des psychologues, etc. Et ces professionnels sont allés largement dans l'école. Et donc ce qui est intéressant, c'est que de voir encore maintenant, même si c'est effectivement un peu plus compliqué, dans les écoles italiennes, on a ces professionnels qui sont capables de venir en appui de l'école. Reste à savoir quoi en faire. Reste à savoir quelles sont les missions de l'école et comment on va travailler ensemble et comment les écoles peuvent mettre en place des dispositifs d'accompagnement qui ne sont pas que scolaires. À ma connaissance, l'école, ce n'est pas un lieu de soins. D'un autre côté, on a des élèves qui ont besoin de soins. Donc voilà, c'est des belles questions qui ont été ouvertes et qui amènent l'Italie encore maintenant à être à la pointe. C'est vrai qu'on peut voir des jeunes partiellement scolarisés en classe ordinaire. Lucia Deana, qui est une des personnes ressources tout à fait pertinente et qui a assisté à l'histoire de la construction de ce système, montrait à mes étudiants une vidéo où un enfant qui a des réactions minimes. Je pense qu'il réagit un peu à la lumière, au toucher. Il est scolarisé dans une classe qui pourrait être une classe de cours élémentaire 2. Il est sur un ballon et il travaille sur des touchés, des mouvements, un énorme ballon. Pas un petit ballon, sinon il serait un peu écrasé, mais voilà, sur un énorme ballon. Voilà, lui, les objectifs, c'est de ressentir, de percevoir, etc. Et les élèves de CE2, ils travaillent sur le schéma corporel, ils vont apprendre à toucher, à ressentir, à l'aider, à l'accompagner. Et voilà, on a un grand écart pédagogique, mais chacun apprend. Et vous voyez bien, l'idée d'un entre-deux n'aurait pas de sens. On a de la différenciation et on a la même activité. Donc voilà, des choses qui ont été pensées depuis des décennies dans le contexte italien et qui pourraient nous inspirer. Je pense que ça n'aurait aucun sens que cet enfant soit toujours, tout le temps dans cette classe-là. Mais à des moments, tant que faire se peut, on met en place des façons de faire qui vont vers cet idéal que l'on construira peut-être un jour. Et tant que faire se peut, on s'y ajuste. Pour ce qui est du Québec, ce qui m'a intéressé, c'est la situation québécoise de, comment on dit, la culpabilité vécue depuis 15 ans du Québec et du Canada et de la plupart des pays d'Amérique d'ailleurs, que ce soit du Nord et du Sud, envers les Premières Nations. Donc voilà, il y a eu une maltraitance, il y a eu des placements en institutions spécialisées, il y a eu des enlèvements d'enfants. Finalement, des situations qui pourraient être assez comparables avec celles du handicap. Et donc, dans le contexte nord-américain et dans le contexte québécois que je voulais évoquer avec vous, ça amène effectivement très vite à avoir une définition de l'école inclusive qui inclut la question des cultures. Et ça amène les écoles à penser l'école inclusive comme étant une école qui soit inclusive pour des enfants avec handicap, avec des déficiences, mais aussi avec des différences de culture. On en a parlé beaucoup. On voit bien l'idée. Et donc, la question des catégorisations va se poser. Alors effectivement, en France, on n'a pas le concept de minorité. Au Québec, le concept de minorité est accepté et on peut faire de la discrimination positive envers les minorités. Ceci étant, il y a eu une action qui a été menée et qui n'est pas inintéressante, que je vous soumets il y a, je pense, une bonne dizaine d'années. Tous les élèves qui avaient une prise en charge particulière étaient ce qu'on appelait au Québec cotés. C'est-à-dire ils avaient une cote avec un numéro qui, je ne sais pas en Ontario si c'était la même chose, mais j'imagine un peu similaire, ce qui fait que un enfant dyslexique avait un numéro, ce qui correspondait à son trouble ou à ses déficiences. Et à un moment,
le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires se sont dit finalement, si on regarde l'environnement d'une école, on peut prédire combien d'enfants vont avoir des besoins particuliers minimes. Minimes au sens, c'est pas un enfant lune, où il faut trouver un budget pour mettre des filtres anti-UV sur l'ensemble de l'école pour lui permettre de circuler. Non, c'est des gamins qui ont des besoins raisonnables. C'est québécois d'ailleurs, au départ, le concept d'accommodation raisonnable. Qu'est-ce que je peux faire pour aménager l'environnement sans que ce soit d'un coût complètement exorbitant? Et donc, il a été décidé que pour tous les élèves qui avaient des besoins particuliers que l'école pouvait gérer sans un surcoût majeur, on allait supprimer les cotes. Et on allait donner un budget à l'école, en disant, voilà, si on faisait tout un travail de diagnostic qui allait nous coûter des heures et retarder les prises en charge et les aides et l'organisation, au bout du bout, on vous verserait 10% de budget de plus. Eh bien, on va vous verser directement 10% de budget. On ne fait plus les diagnostics. Charge à vous de mettre en place des réponses pour ces élèves-là. Donc, c'est une logique non catégorielle pour tous les élèves. Évidemment, une école va quand même demander à sa commission scolaire un budget supplémentaire lorsque l'accommodation nécessite des crédits pour lesquels elle juge que les besoins sont supérieurs. Voilà. Dernier point, pour ne pas être trop long, la question des cultures. Je vais prendre un exemple africain, en fait, mais on va voir qu'on va pouvoir généraliser. Dans beaucoup de pays de l'Afrique, le handicap est lié à une malédiction, à une faute, à une relation qui peut être avec des génies ou des dieux. Et cette logique-là pénètre le système. Pour plein de raisons, et j'y reviendrai dans le cas de l'école. Le non-dit, en fait, c'est que ces élèves, quelque part, sont non humains. Et donc, qu'il faut les restituer de là où ils viennent. Et il y a tout un tas de rites en Afrique qui font que ces enfants vivent des situations de mort masquée, où on va les emmener dans des endroits, et si les dieux veulent bien les récupérer, ils vivront, mais c'est finalement assez rarement le cas. C'est très lié à la culture africaine. Ou pas. Parce que finalement, on va se rappeler qu'en Europe, on avait aussi la nef des fous. Et si vous prenez les écrits de Sticker, on voit bien que, y compris dans nos religions historiques occidentales, le handicap est aussi lié à l'altérité. Et donc, il y a, je pense, un invariant humain qui est lié au rejet. Après, comment il s'opérationnalise, comment il s'acculture, se culturalise dans chacune des cultures, évidemment, c'est très différent. Mais je pense qu'il y a une construction culturelle autour du rejet. Je ne suis pas rousseauiste. Je ne crois pas trop à l'idée que l'invariant humain est naturellement bon. Mais il y a une construction culturelle autour du rejet de la différence. Et si on accepte la différence, ce sera aussi une construction culturelle. La grande difficulté qu'on vit tous dans nos grands établissements là, qui accueillent des enfants de 3 ans ou peut-être moins jusqu'à 18 ans, c'est au moment de l'adolescence. Au moment du collège notamment, les enfants sont en pleine construction identitaire liée à l'adolescence. Il y en a d'autres plus jeunes, mais voilà. Et on voit bien que ça amène à des rejets de la différence. Et donc, on ne va pas juste construire la bienveillance, on va construire l'acceptation de la différence. Et ça, je crois que c'est vraiment un phénomène culturel. J'avais un étudiant qui avait fait sa thèse, un étudiant sénégalais qui avait travaillé sur sa thèse sur cette question-là. Et son hypothèse, c'était que pour remédier à ces questions de rejet qui est liée à la culture, il fallait fournir une information scientifique sur le handicap. Je vais vous passer le début d'une petite vidéo.
Handicapée intellectuelle, active et vaillante. À l'occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, Spécial Olympique Sénégal met en lumière quelques-unes de ces athlètes qui sont des jeunes femmes, sportives et handicapées, tout en menant de front une activité professionnelle. L'objectif de ce projet est de faire tomber les barrières et de montrer les aptitudes des jeunes femmes handicapées intellectuelles. Ce sont des femmes à part entière, ayant les mêmes aspirations et les mêmes souhaits que leurs camarades valides. Vous l'avez remarqué, elle coiffe une tête artificielle. Parce que jamais une femme sénégalaise acceptera de se faire coiffer par une personne avec handicap mental, du fait des représentations et liées au pouvoir maléfique que ces personnes peuvent avoir, puisqu'elles sont demi-humaines et enfantées probablement par un génie. Donc, vous voyez le travail remarquable de ces associations qui arrivent à donner une formation professionnelle, à faire tout le travail. Mais si vous ne changez pas les représentations, on n'ira pas jusqu'au bout. Donc, fournir une information scientifique sur le handicap va permettre effectivement de rendre possible la participation sociale de ces personnes et d'aller jusqu'au bout du projet. Quand je disais la totalité du projet tout à l'heure, on voit bien, là on arrive à faire de l'école, de la formation professionnelle, mais au bout il n'y a pas d'emploi parce que personne ne veut se faire coiffer par ces personnes. Autre exemple lié à l'Afrique et qui est présent dans beaucoup de cultures, c'est la place qui est donnée aux personnes handicapées dans la culture. Dans beaucoup de nos cultures, la personne handicapée a le droit de mendier. Dans le Coran, c'est même indiqué de manière extrêmement explicite. Ce qui fait que on est dans une situation où une personne handicapée va pouvoir le vendredi gagner plus d'argent, un enfant handicapé, que sa mère qui fait des ménages et qui, pour $50, a du mal à vivre. Donc on est dans une situation là aussi extrêmement compliquée parce que finalement elles ont une place. Ces personnes, elles ont un salaire dans un pays où le système économique est extrêmement fragile. Et vous arrivez en parlant de société inclusive et de droit à participer à la société. On voit bien que là encore, il va falloir changer les mentalités, il va falloir changer les cultures. Ça n'est pas qu'un problème économique, ça n'est pas qu'un problème de compétences, c'est bien un problème culturel. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Moi, ce que je retiens de ceci pour notre système français, c'est qu'on va avoir besoin de l'appui de personnes qui ne sont pas effectivement que des enseignants pour construire des réponses, qu'on peut avoir des objectifs extrêmement ambitieux, mais on ne les mènera à bien que si les évolutions culturelles et sociétales nous aident à l'école pour poursuivre notre chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Serge Thomaset, de nous avoir ouvert l'esprit avec ces questions non seulement de dispositifs internationaux, mais en même temps toute cette approche culturelle.